Alors, j'invite Florian Lecor, responsable du service énergie marine renouvelable chez Biotop, Pascal Acquebar, chargé de mission senior expertise environnementale chez Ciné. Et des compléments seront apportés également par Antonin Gimard, chargé de mission usage industriel, aménagement maritime et gestion du milieu marin à l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité. Alors plusieurs questions qui vont un petit peu égrener cette présentation. Donc, qu'est-ce qui est fait et va être fait au titre du projet éolien Centre-Manche pour acquérir des connaissances? Comment sont recueillies les données environnementales? Quels sont les nouveaux outils finalement de recueil? Quelles disciplines et quels acteurs sont mobilisés pour ce recueil? Et finalement, comment les expériences d'autres pays nourrissent ces recherches? Donc Florian Lecor, je vous donne la parole en premier lieu voilà, pour cette présentation qui dure à peu près au total 30 minutes, suivi d'un temps d'échange de 30 minutes. Donc la parole est à vous. Oui, bonjour à tous et tous. Donc, je vais essayer de faire assez rapidement. C'est une présentation qui pourrait prendre beaucoup plus longtemps parce qu'on est sur un sujet qui est assez dense. L'idée, c'est de vous présenter ce qui est réalisé pour acquérir des données en vue de l'élaboration de l'état initial concernant les oiseaux, les mammifères marins et les chauves-souris. Et puis, en replaçant également ça dans le cadre des connaissances déjà existantes pour montrer qu'on ne parle pas d'un état zéro. On part de données déjà existantes qu'on va valoriser, qu'on va compléter et qu'on va contextualiser. Donc, diapo suivante. Par rapport au contexte, donc, on va parler rapidement du quoi, du pourquoi, parce que c'est important. Les protocoles se placent systématiquement dans un objectif de répondre à des questions. Et comment? Donc, on va le détailler dans un deuxième temps en parlant plus spécifiquement des différents protocoles. Diapo suivante, s'il vous plaît. Oui, suivante également. Encore. Ça va être un petit peu difficile parce qu'il y a pas mal d'animations, donc à distance, on va faire au mieux. Donc le quoi, principalement, donc, comme je vous le disais, on parle d'oiseaux. Alors bien rapprocher le micro près de la Oui, bouche. pardon. On parle d'oiseaux, de mammifères marins et de chauves-souris. Donc concernant les oiseaux, il y a plusieurs espèces d'oiseaux qui fréquentent ces milieux-là. On a des oiseaux qu'on appelle marins, qui peuvent aller très loin au large, donc des oiseaux dits pélagiques, puis des oiseaux qui sont plus proches des côtes, et puis également des oiseaux terrestres qui peuvent fréquenter les milieux marins, soit pour des activités d'alimentation ponctuelles, soit en migration. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Également. Donc, concernant les mammifères marins, on parle plus spécifiquement des dauphins, des marsouins et des phoques, en ce qui concerne le secteur de la Manche. Les autres grands pélagiques, c'est plutôt les requins, donc par exemple les requins pèlerins. Et puis pour les chauves-souris, on parle d'espèces principalement en migration, et également d'espèces qui peuvent, à proximité des côtes, être en déplacement local en alimentation. Donc pour le site du centre-Manche, on est quand même très éloigné des côtes. Donc là, on va plutôt cibler des espèces de chauves-souris qui vont être migratrices. Suivant. Donc le pourquoi. Le pourquoi, c'est pour élaborer un état initial. Donc qu'est-ce que c'est qu'un état initial, s'il vous plaît? Donc on va chercher des informations sur la diversité d'espèces, sur la phénologie, donc c'est les périodes de présence, les pics d'activité, les comportements, les types d'activités qui vont être observés, la distribution géographique et les densités. Donc l'objectif, c'est d'acquérir des informations qui vont, à l'issue de l'élaboration de l'état initial, servir à rédiger des demandes d'autorisation environnementale. Donc c'est important de replacer l'acquisition de données dans ce cadre-là, c'est qu'on vient répondre à des obligations réglementaires au titre du Code de l'environnement. On va devoir, à partir de ces données, élaborer des enjeux de conservation, et également caractériser les impacts prévisibles, et puis dérouler ce qu'on appelle la démarche ERC, éviter, réduire, compenser. Donc éviter, réduire, puis on arrive à des impacts résiduels et on vient compenser ces impacts. Donc en pourquoi, s'il vous plaît. Les informations qu'on va collecter, donc l'état initial va également servir de base de comparaison pour les suivis à long terme. Donc c'est également important d'en tenir compte quand on élabore les protocoles. Donc comme le disait M. Devin, on part sur des suivis de type before-after impact. Donc on doit bien tenir compte des différents effets connus. On calibre les protocoles et les méthodes d'expertise pour répondre à ces effets. Donc on se base notamment sur les retours d'expérience qui sont nombreux à l'étranger. On travaille à l'échelle d'aires d'études qui doivent être adaptées à ces espèces. Donc la mégafaune marine sont des espèces généralement très mobiles, il faut en tenir compte. Et également, on travaille à identifier et prendre en fait des protocoles qui sont comparables, reproductibles sur du long terme. Voilà, donc par rapport à l'utilisation des protocoles, naturellement, il existe de nombreux guides, donc par exemple un guide méthodologique national qui a été édité en 2017. On a également de nombreux guides qui ont été édités par des pays limitrophes, donc par exemple en Allemagne, au Royaume-Uni. Dans le cadre plus spécifique du projet Centre-Manche, il y a également des discussions qui ont eu lieu en comité technique pour affiner, adapter, ajuster les protocoles en tenant compte
par ailleurs des nombreuses données bibliographiques existantes dont je vais parler juste après. Et on se base bien entendu sur les nombreux retours d'expérience. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quelques logos qui montrent soit des programmes, soit des plateformes, soit des groupes de travail très nombreux à l'étranger, en lien avec les impacts environnementaux des parcs éoliens en mer ou des énergies marines plus au sens large. Donc par exemple, vous voyez Tétis, c'est une plateforme qui regroupe un très très grand nombre en fait, de données bibliographiques, publications sur l'éolien terrestre offshore et également les énergies marines. On a plusieurs programmes internationaux, notamment REN et ENS, qui sont portés sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie et qui ciblent à mettre en commun des connaissances, des réflexions, des avancées de protocoles, de méthodes, de retours d'expérience sur les liens entre l'éolien et la biodiversité ou entre les énergies marines et la biodiversité. À travers d'autres programmes, par exemple ORGIP, OZEP, on a des mises en application spécifiques sur certains territoires. Donc ORGIP, c'est au Royaume-Uni, OZEP, c'est aux Pays-Bas. On a eu la même chose en Allemagne. Donc on a des programmes de recherche qui sont portés à l'échelle nationale et qui viennent répondre à un certain nombre d'interrogations, qui amènent à l'issue à la publication de rapports scientifiques. On a également des conférences, donc par exemple la CWW, qui est une conférence internationale. Et puis en France, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a des groupes de travail comme Comet ou Mara. Alors ce n'est pas un groupe de travail, mais l'idée de Mara, qui est portée par l'OFB, c'est d'élaborer un référentiel spécifique sur les énergies, l'éolien offshore et la biodiversité. Donc, si on passe à la diapo suivante, s'il vous plaît, encore. Donc, bien entendu, on tient compte, quand on élabore un état initial, des données qui sont disponibles. Donc, il y a très nombreuses données existantes en Manche, en France, au sud de l'Angleterre. Il y a eu un travail de synthèse bibliographique qui a été réalisé, à la fois de publication, de programmes, et également de données qui peuvent être issues des parcs éoliens proches. Donc, s'il vous plaît, en suivant. Donc vous voyez quelques cartes, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la carte centrale est importante. Ça montre en fait les résultats de suivi de foot-bassin, donc une espèce d'oiseau marin qui a été suivi avec des balises GPS à partir de la colonie d'Aurigny. Et on voit que les individus qui ont été équipés ont utilisé un très grand territoire. Donc c'est important de vraiment tenir compte de ça. C'est qu'on est sur des espèces qui sont très mobiles. Et les données bibliographiques permettent justement de dézoomer le point de vue, là où les expertises plus fines, notamment avec des fréquences importantes, elles sont plutôt généralement localisées assez proches des parcs. Donc si on passe sur la partie 2, s'il vous plaît, on va parler des protocoles. Donc, de la même manière, je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail, l'idée c'est de donner un vernis et puis ça servira justement de base de discussion. Donc concernant les expertises oiseaux, donc les différentes techniques classiquement, s'il vous plaît, oui, merci. Les différentes techniques qui sont étudiées et qui ont été envisagées et qui sont mises en œuvre pour la majorité d'entre elles, c'est des expertises visuelles par bateau, par avion, des expertises aériennes digitales, donc qui permettent d'avoir des informations sur la distribution, la diversité d'espèces au moment où on réalise ces expertises. Ensuite, on a envisagé, on met en place de la télémétrie. Donc là, c'est quelques individus qui sont suivis pendant des durées longues. Donc on va avoir une information qui, sur le plan temporel, est très différente des expertises ponctuelles. Et on a également des expertises visuelles à la côte. Et en parallèle, donc, par rapport à de l'innovation, on a à l'étude des expertises radar sur bouée en mer avec d'autres capteurs, voilà, dont je vais parler rapidement. Par rapport aux expertises d'oiseaux, donc, voilà les types d'informations qu'on cherche, comme je vous l'évoquais avant, à collecter. Donc, la diversité spécifique, l'abondance, la distribution au sein de la zone de projet sur une aire d'étude élargie, les phénologies de présence, les activités en mer, posées, en vol, alimentation, et les suivis long terme, s'il vous plaît. Donc voici les types de protocoles qui sont mis en place. Donc des suivis par bateau, je ne vais pas rentrer dans le détail, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est les liens avec des méthodes qu'on peut qualifier de méthodes très adaptées à peu adaptées. Alors je vous rassure, on ne va pas regarder chaque flèche, ce n'est pas du tout l'idée. C'est pour montrer qu'en fait, une même méthode peut répondre à plusieurs objectifs, plusieurs questions, et une méthode ne suffit pas à elle seule à répondre à toutes les questions. Donc on est obligé de travailler systématiquement quand on élabore un protocole, à réfléchir à de la complémentarité de mesures. On va mettre des efforts pour répondre à des questions qui sont prégnantes à l'échelle du secteur, aux espèces qu'on cible et aux activités qu'on connaît ou qu'on pressent au regard en fait, du contexte écologique. S'il vous plaît, on passe à... Voilà. L'idée, c'était de passer rapidement sur ça. Donc, en expertise oiseau, donc, vous voyez la zone. Donc ça, c'est la grande zone qui couvre le secteur AO4 et AO8. On a élaboré des transects pour des expertises par bateau qui vont couvrir la zone. Donc on est sur une grande zone d'études qui fait 500 km². C'est assez ambitieux, on couvre ça en 2 jours, s'il vous plaît. En complément, on a des expertises par avion. Donc on a 2 types d'expertises. On a des expertises visuelles qui sont réalisées chaque mois
Et on a quelques sessions d'expertise aérienne digitale. Les expertises visuelles, elles sont réalisées sur une aire d'étude de 20 km de rayon. Pourquoi 20 km de rayon? C'est parce que c'est au-delà des distances maximales d'effets déplacement recensés à l'échelle des parcs existants, y compris pour des espèces très sensibles. Donc on sait qu'avec cette aire d'étude-là, on va pouvoir couvrir tous les effets de déplacement, même pour les espèces les plus sensibles au regard des effets documentés. S'il vous plaît. Ensuite, en expertise complémentaire, c'est passé très rapidement, il y a des observations à la côte et de télémétrie. Donc là, c'est un tableau que vous verrez de manière détaillée en fait, dans la diapositive qui sera présentée en ligne. Je vais rentrer juste rapidement sur les 3 premiers points. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que chaque type d'expertise, il est adapté à l'échelle locale par rapport aux caractéristiques, aux cibles et également aux opportunités. Donc typiquement, par rapport aux expertises bateaux, on est sur un site qui est très loin des côtes. On a 500 km², on peut faire à peu près 220 km de transect sur 2 jours. Là où les expertises par avion nous permettent de couvrir une aire d'étude beaucoup plus large de 3700 km, c'est ce que je vous disais, donc ça permet en fait de dézoomer. On va avoir une approche qui va être très locale en bateau et beaucoup plus dézoomée en avion, ce qui nous permettra notamment de suivre des effets de déplacement à long terme et également de contextualiser l'intérêt de la zone de projet dans un contexte environnant. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail pour aller relativement vite, mais chaque type d'expertise a ses propres caractéristiques qui sont assez complémentaires, à la fois sur la qualité de l'information qu'on va aller chercher et sur également les conditions de mise en œuvre. Il y a des expertises qui sont plus ou moins complexes à mettre en œuvre, et il est intéressant d'avoir cette complémentarité de mesure pour pouvoir, malgré les changements météo notamment, pouvoir maintenir un effort d'inventaire pendant la période. Au global, ce qui est important, c'est qu'on est sur un état initial qui va durer 2 ans, avec de très nombreuses expertises qui vont être reconduites, certaines chaque mois, d'autres plusieurs fois par trimestre, et qui vont pouvoir permettre, sur 2 ans, à l'échelle de plusieurs périodes, d'acquérir plusieurs réplicas. Donc on pourra avoir une vision qui permettra de croiser des résultats d'expertise ponctuelle, parce qu'on est sur des expertises soit sur une journée, soit sur 2 jours. Donc si on passe à la suivante, là je ne rentrerai pas trop dans le détail, c'était pour vous présenter rapidement l'expertise sur bouée qui est en cours de réflexion avec Acrocéan et qui est en cours de développement. Donc si on passe à la suivante, pour les mammifères marins, oui, s'il vous plaît. Donc pour les mammifères marins, en plus des expertises par bateau, par avion, on a des expertises dédiées qui sont réalisées par acoustique sous-marine, donc avec des enregistreurs autonomes, et également un autre détecteur qui est un CIPOD qui apporte plus d'informations de manière spécifique sur les marsouins. Et on va également mettre en place de la télémétrie sur PHOC, donc il va y avoir 5 PHOC qui vont être mis en place. En ce qui concerne l'acoustique sous-marine, on a 7 points d'enregistrement qui vont être mis en œuvre. Donc, diapo suivante. Pour les chauves-souris, donc c'est assez complexe en fait d'étudier les chauves-souris quand on est aussi loin au large. Il n'y a pas de phare, il n'y a pas de balise, donc on a eu l'accord de Brittany Ferries pour équiper les 2 ferries qui font l'aller-retour entre Ouistreham et Portsmouth. Donc il y a des détecteurs automatiques de chauves-souris qui sont mis en place sur ces 2 ferries cette année et l'année prochaine et qui vont acquérir des informations et relier GPS, on saura où on a eu des chauves-souris. Voilà. Nous sommes à mi-chemin du temps de présentation. Bon. J'arrive à la fin de toute façon. Donc voilà, par rapport à la carte, donc ça c'est la carte de synthèse des expertises qui sont mises en place donc spécifiquement pour le groupe dont on a la charge, c'est-à-dire les oiseaux, les mammifères marins, grands pélagiques et chauves-souris. Donc on voit notre aire d'étude, on voit les transects bateaux qui sont directement sur la zone, les transects avions qui sont sur une zone beaucoup plus large. On a également des observations à la côte, donc sur la partie ouest, nord-ouest Cotentin, de la télémétrie au niveau de Tatiou. Pour les mammifères marins, on a des expertises acoustiques qui sont situées avec donc, 2 types d'expertises qui sont situées soit dans les points d'enregistrement, au niveau de l'aire d'étude et puis également aux abords. Donc, j'ai pas donné la description en fait des différentes couleurs, mais les points bleus c'est des enregistrements autonomes type CIPOD. Les points orange, c'est des enregistreurs large fréquence, donc qui permettent de qualifier et contacter des informations sur très nombreux groupes d'espèces. Et vert, c'est l'association des 2 technologies. On a également de la télémétrie PHOC qui va avoir lieu dans l'estuaire de la Seine. Et puis les collectes d'informations sur les chauves-souris au niveau du ferry. Voilà. Donc ça c'est la dernière slide. C'était pour vous dire qu'une telle étude en fait sur plusieurs années avec un tel panel de types d'expertise naturellement se réalise pas seul. Donc on est une douzaine en fait de structures à collaborer. Des structures de type bureau d'études, associations, instituts de recherche et puis prestataires, fournisseurs de moyens nautiques et aériens notamment. Donc voilà, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, je pense que ce n'est pas le sujet. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Merci beaucoup. Je vous propose de passer la parole à Pascal Haquebar, chargé de mission senior expertise environnementale chez Cinet. Merci.
Merci. C'est bon pour le son, oui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vais parler de Ciné, qui est une société qui travaille effectivement pour suivre l'environnement marin, avec une expérience de 12 ans qui est basée à Caen, et qui développe également des outils de visualisation, d'analyse et de partage de l'information acquise par ces études. Aujourd'hui, on travaille aussi sur le cadre. Donc avec Ciné, on a travaillé beaucoup sur l'éolien. C'est une grosse partie de notre activité. On travaille sur les parcs de Saint-Nazaire jusqu'à Dunkerque pour des suivis halieutiques, par exemple, pour des suivis acoustiques, sous-marins, pour des suivis de la mégafaune. Aujourd'hui, pour la O4 en Normandie, on a réuni une équipe d'experts normands, de gens qui travaillent en Normandie, avec des gens d'Intecmer, du CNAM d'ici, des gens du GML Normandie pour suivre les habitats benthiques, avec la cellule de suivi du littoral normand au Havre, qui travaille aussi sur la pêche, qui connaît bien la pêche, qui connaît bien les extractions de granulats, qui connaît diverses activités. On travaille avec l'ABO qui est basé à Caen, qui travaille aussi sur la qualité de l'eau, qui travaille beaucoup avec la conchyliculture, avec la pêche sur la coquille Saint-Jacques aussi. Le CREC de l'Université de Caen, pour suivre le phytoplancton notamment. Le comité des pêches a été partenaire au montage du projet pour nous aider à trouver des moyens nautiques pour effectuer ces suivis-là. Orphea Acoustique assure le suivi acoustique aérien, donc on en parlait tout à l'heure sur l'impact sonore, l'impact sur le bruit aérien de l'activité des éoliennes. Donc dans ce cadre-là, on ne va pas forcément les suivre dans cette étude en période d'activité, mais on va essayer de définir quel est déjà le niveau de bruit à la côte pour voir quelle va être, dans un second temps, quelle pourrait être la perturbation induite. Donc, il y a sûrement des améliorations qu'on pourra apporter avec les retours exprimés aujourd'hui, mais en tout cas, le bruit aérien est déjà pris en compte. La station marine de Concarneau intervient pour suivre l'ichtyoplancton, c'est-à-dire les œufs et les larves de poissons. Donc, pourquoi ce partenaire breton au milieu de tous ces Normands? Tout simplement parce que Alani Schnell à Concarneau est la référente nationale sur ces aspects-là, et c'est la seule capable de faire ce travail-là. Et elle travaille pour tous les parcs éoliens, pour le suivi halieutique de tous les parcs éoliens en France. Donc aujourd'hui, elle en est aussi à modifier sa façon de travailler pour pouvoir répondre à la demande de tous les parcs. Il y a un volume de travail induit par ces études actuellement qui est très fort pour la plupart des gens qui travaillent dans les équipes que je présente, qui suivent déjà, qui participent déjà à des suivis réglementaires pour la directive cadre sur l'eau, pour la directive cadre stratégie milieu marin, pour la pêche, pour le suivi de port. Tout ce travail supplémentaire a un impact sur le fonctionnement de ces équipes. L'atelier de l'ISM travaille aussi sur l'impact paysage et patrimoine. On travaille avec le SMEL, qui est basé à Blainville-sur-Mer, qui connaît très bien notamment la conchyliculture, mais aussi la pêche et certains types d'habitats, les récifs. Et pour les moyens nautiques, on travaille aussi avec, entre autres, STO, qui est un fournisseur normand. Alors, en cours de cette diapo, elle date un petit peu, et en cours de travail, c'est rajouté à ce montage l'équipe du professeur Devin qui parlait ce matin pour présenter le contexte de la Manche, pour suivre les habitats benthiques. Donc, pourquoi je passe du temps pour présenter toutes ces expertises? C'est justement pour montrer aussi que le travail, on a voulu rassembler les meilleurs, les experts, les personnes les plus pertinentes pour travailler sur ces sujets-là localement. Il se trouve qu'il y a, au regard, en lien avec tout ce qui a été présenté sur les différentes activités qui se déroulent en Manche, il y a déjà beaucoup de suivis différents qui sont appliqués à la même échelle. Et donc, ces suivis qui se présentent pour l'activité éolienne s'ajoutent plutôt, je dirais actuellement, comme une couche supplémentaire, qu'il s'agit maintenant, dans le cadre des effets cumulés dont on parlait tout à l'heure, d'intégrer dans une approche plus écosystémique, comme les changements climatiques, pour arriver à développer une vision pertinente qui réponde à toutes les questions aux bonnes échelles de temps et en prenant en compte toutes les activités actuelles, les activités anthropiques qui se déroulent à l'échelle de la Manche. Merci. Donc après, j'ai choisi de présenter quelques diapos qui présentent par exemple
quelques plans de vol, juste pour montrer que, par exemple, ce sont des plans de vol auxquels Ciné et dont les observateurs de Ciné embarqués ont pu participer. Ils sont montés dans les avions pour aller compter, aller dénombrer, identifier la mégafaune marine. Donc ces plans de vol, en fait, sont définis par un cahier des charges. On ne les choisit pas, donc on les suit. Et vous voyez qu'à l'échelle de la Manche, bon, voilà, ça représente, dans notre cas, quelques zones assez différentes, un grand nombre de kilomètres, tout suivi avec des fréquences différentes, à des moments différents. Je les montre puisque sur le papier, en fait, sur cette carte, on a l'impression qu'une bonne zone de la Manche est couverte. Donc il y a d'autres suivis aussi auxquels on n'a pas participé qui peuvent couvrir, mais ils ne sont pas tous suivis en même temps, ils n'ont pas tous lieu en même temps, ils n'ont pas tous lieu à la même fréquence. Et finalement, pour avoir une vision cohérente ou intéressante, plus pertinente de ce qui se passe à l'échelle de toute la Manche, pour pouvoir répondre aux questions posées notamment par les pêcheurs tout à l'heure, pour travailler à la bonne échelle et avec de temps et d'espace, pardon, les bonnes échelles de temps et d'espace. Il manque encore cet aspect, je pense, de vision transversale des activités, enfin de l'environnement au regard des activités diverses. Sur la diapositive suivante, j'ai voulu présenter des engins qu'on a déployés actuellement, que vous pouvez voir actuellement autour de Courseulles, autour des travaux du parc de Courseulles. Donc, ce sont des engins autonomes qui sont laissés à l'eau autour des travaux et qui permettent, ils sont autonomes et qui permettent de détecter, donc avec les mêmes engins que Florian a présenté pour Biotope tout à l'heure, de détecter en temps réel la présence de mammifères marins, de les identifier et de savoir s'il faut arrêter en temps réel les travaux ou pas, si une espèce protégée est présente et exposée à un risque en lien avec le bruit généré par les travaux. Donc tout ça, c'est analysé en temps réel et on est en mesure de suivre, de prendre des décisions pendant les travaux pour protéger le milieu en cas de besoin et quand on détecte que les animaux sont partis, de les faire reprendre. Donc c'est un système qui comporte dans le cadre actuel 6 engins tels qu'ils sont présentés ici. 6 engins déployés en même temps pendant les travaux qui ressemblent à des petits bateaux autonomes avec des capteurs solaires pour recharger les batteries. Donc des enregistreurs sous-marins et puis une bouée. Donc ils sont déployés par le Penzer que vous pouvez voir sur les cadres en ville actuellement quand il est à quai, et sinon près du Sea Installer à Courseulles. Donc aujourd'hui, on est capable de détecter, de capter, on l'a vu avec tous les exemples qui ont été présentés par Florian précédemment. Techniquement, on sait faire beaucoup de choses dans tous les sens dans l'environnement. Aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on essaie de développer avec Ciné, avec nos tableaux de bord. Ce qui va manquer et ce qui va être très utile, c'est le partage de l'information, la bonne information à l'échelle de l'ensemble des parcs pour avoir une bonne représentation, une bonne connaissance partagée de ce qui se passe à l'échelle de la Manche. On l'a vu avec la présentation aussi de ce matin, que la bonne échelle géographique, c'est la Manche à une échelle de temps à long terme, et en prenant en compte toutes les activités anthropiques qui ont lieu en même temps. Donc aujourd'hui, on est capable de développer des outils de visualisation comme ces tableaux de bord qui nous permettent de représenter en temps réel ou à partir de données historiques la situation d'un point dans un parc, d'un parc ou d'un paramètre à l'échelle de plusieurs parcs. Donc c'est des outils qu'on développe pas que pour l'éolien, qu'on développe plutôt pour les ports aujourd'hui, comme le port du Havre, des ports en Méditerranée ou dans d'autres pays, qui permettent de visualiser l'état de la situation comme le fait aujourd'hui Atmo avec la qualité de l'air. Des outils qui nous permettent aujourd'hui de savoir ce qui se passe en termes de bruit, en termes de bruit sous-marin ou aérien, en termes de qualité de l'eau dans un parc, à l'extérieur d'un parc, dans un port. Donc voilà. Donc c'est aussi pour montrer qu'aujourd'hui, effectivement, on l'a vu avec la présentation précédente, on sait faire beaucoup de choses à différentes échelles. On l'a vu encore avant. La Manche, c'est vaste et c'est complexe. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment besoin de ces outils, de développement de ces outils pour permettre justement de mieux comprendre ce qui se passe sur place et comment ça peut évoluer dans un sens ou dans l'autre de façon générale. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Je crois que Monsieur Gimard souhaitait intervenir pour quelques compléments. Donc, Antonin Gimard, chargé de mission usage industriel, aménagement maritime et gestion du milieu marin à l'Office français de la biodiversité. Merci beaucoup. Alors voilà, cette diapo-là, c'est bien. Je vais tâcher de ne pas être trop long. Mon objectif aujourd'hui, même si certaines diapos sont un peu techniques et organisationnelles au niveau de l'État, j'en suis désolé, un peu technocratique, je vais essayer de vous expliquer dans les différents parcs de la Manche Est, où est-ce qu'on s'en situe et à quel moment ces études environnementales sont produites. Tout dépend évidemment de la réglementation qui était en place au moment où les parcs ont été autorisés. En Donc, 5-6 minutes, ça sera bon? Ouais, ça va C'est aller. parfait, ça va alors. aller. Donc l'OFB, c'est un établissement public assez jeune. On est rattaché principalement au ministère de la Transition écologique et au ministère de l'Agriculture. Et on intervient sur demande de services de l'État sur les différents projets qui touchent le milieu marin. Donc l'équipe dans laquelle je fais partie intervient sur les projets qui sont au droit de la région Normandie et Hauts-de-France, calqués sur les préfectures maritimes, c'est-à-dire les projets de Courseulles, de Fécamp, de Dieppe-le-Tréport, de Dunkerque et maintenant des 2 projets Centre-Manche. On peut passer à la diapo suivante. Donc, à quel moment les études environnementales sont produites lors de la vie d'un parc éolien? Elles peuvent être produites au tout début, donc je vous ai retracé une flèche un peu chronologique. Vous avez la désignation de la zone du parc par l'État. Aujourd'hui, avec les démarches en lien avec l'AO4 et l'AO8 dans le centre de la Manche, la levée des risques, qui est la deuxième étape ou l'état initial, ces 2 étapes-là sont un peu mélangées, dans le sens où une macrozone a été définie dans un premier débat public, des études sont mises en place dedans, et au sein de cette macrozone, différentes zones de projet seront cadrées de manière un peu précise. Mais c'est cette mise en place de levée des risques qui produit toutes les études environnementales qui vous ont été présentées auparavant par Ciné et par Biotop. C'est une démarche assez nouvelle qui n'existait pas sur les parcs de Dieppe-le-Tréport, Fécamp et Courseulles et qui existe depuis le parc éolien de Dunkerque, c'est-à-dire dans le 3e appel d'offres. Donc ensuite, vous avez une étude d'impact et les évaluations d'incidence Natura 2000 qui sont produites et qui permettent de produire à nouveau de la connaissance avec à nouveau de l'acquisition de données sur le terrain. À l'issue de cette étude d'impact, vous avez une autorisation qui est donnée, ou pas d'ailleurs, enfin, c'est l'instruction qui est donnée par l'État, et vous avez un état de référence environnementale qui est ensuite considéré comme état 0, avec de nouveau des données qui sont produites sur le terrain. Vous avez des suivis qui sont pendant la phase chantier, au moment de l'installation réelle des éoliennes en mer, et des suivis pendant la phase d'exploitation, c'est-à-dire au moment où le parc éolien va tourner. Ces 2 derniers suivis, phase chantier et phase d'exploitation, ils sont cadrés par l'autorisation donnée par l'État, donc entre l'étude d'impact et l'état de référence environnementale. Donc si on passe sur la diapo suivante, vous voyez, j'ai essayé de vous retranscrire un petit peu dans l'état des parcs qui existent en Manche et en mer du Nord, à quel endroit on se situe et à quel moment on est placé. Donc les plus avancés, c'est Fécamp et Courseulles-sur-Mer qui sont en ce moment en phase chantier. Vous avez Dieppe-le-Tréport qui a passé ses autorisations, mais comme les autorisations ont des recours et sont contestées devant les tribunaux, ils attendent un petit peu avant de réaliser l'état de référence environnementale que la justice donne sa décision. Dunkerque qui est en phase de préparation de son étude d'impact. Le Centre-Manche pour l'AO4 qui a passé cette désignation de la macrozone, l'AO8 est un peu pareil, et qui est en train de réaliser sa levée des risques ou son état initial environnemental qui a été présenté auparavant. Un petit rappel calendaire en bas pour bien vous rappeler les moments de décision des précédents parcs et pour vous mettre la puce à l'oreille sur une des difficultés pour la mise en cohérence de l'ensemble de ces résultats de suivi environnementaux. C'est que les premiers parcs de Fécamp et de Courseulles-sur-Mer, ils ont commencé dans des appels d'offres qui datent de 2011. Donc on est déjà il y a 11 ans que la décision a été prise de mettre un parc éolien en mer. Des études ont été réalisées au fur et à mesure, mais avec des obligations réglementaires différentes, avec parfois des particularités protocolaires qui font qu'on peut aller récupérer les données ou non, avec par exemple parfois quelques difficultés pour récupérer les données. L'obligation de mettre à disposition du public les données environnementales date de la loi de biodiversité de 2016, donc 5 ans après les premières autorisations. Donc cette évolution réglementaire, elle se fait à un rythme extrêmement rapide.
Elle se fait au fur et à mesure des ambitions de développement de l'éolien en mer et également au fur et à mesure des avancées technologiques, puisque la technique d'installation de l'éolienne est complètement différente aujourd'hui de ce qu'elles étaient il y a 10 ans. Tout à l'heure, il y avait l'exemple du parc éolien de Brighton, qui, si je ne me trompe pas, contient à peu près un peu plus de 140 éoliennes pour une capacité de production de 400 MW. Donc on est à des dimensions d'éoliennes qui sont complètement différentes de celles qui sont en discussion aujourd'hui. Donc, diapositive suivante, alors celle-ci, il faut s'accrocher un petit peu, c'est comment sont portées et cadrées les différentes études environnementales. Donc, au moment de la désignation de la zone du parc par l'État et de la réalisation de la levée des risques, donc c'est relativement récent, ça, ce sont des études qui sont portées et cadrées par l'État, en l'occurrence par le ministère de la Transition écologique. Ensuite, lorsque on arrive au moment des études d'impact, le ministère de l'Environnement passe la balle à ses services en local qui sont les services instructeurs, notamment des directions départementales des territoires et de la mer, qui vont instruire l'étude d'impact, qui vont délivrer les autorisations. Et ces études qui sont réalisées à ces différents moments, cette fois, ils sont portés par l'industriel qui a été choisi. Donc ça rajoute une couche de complexité supplémentaire lorsqu'on parle de bonne cohérence entre les études environnementales, c'est que les responsables des différentes études changent à un moment donné. Et ensuite, une fois les études d'impact et les autorisations données, la réalisation d'un état de référence environnementale et des suivis en phase chantier et en phase d'exploitation, c'est cadré par des conseils scientifiques qui sont décrits dans les autorisations qui sont portées par l'État, qui pour l'instant étaient des conseils scientifiques attitrés à chaque parc. Il y a un conseil scientifique pour Fécamp, un conseil scientifique pour Dieppe-le-Tréport, un conseil scientifique pour Courcelles-sur-Mer. Et donc qui suivait la réalisation de ces suivis, l'état de référence environnementale, les 2 années de suivi, les rapports ont été rendus il y a de ça quelques mois au sein des conseils scientifiques, dont je fais partie dans les différents parcs. Et dans le futur, l'objectif, c'est d'avoir un conseil scientifique de façade qui cadre un petit peu l'ensemble de ces études qui sont sur l'ensemble des étapes de vie d'un parc éolien. Mais ce conseil scientifique de façade, il n'existe pas encore. Damien, tout à l'heure, a parlé du mois de juin pour sa mise en place. On attend avec impatience. Mais malheureusement, il ne pourra pas cadrer des études scientifiques qui auront été déjà réalisées sur des parcs qui ont été déjà autorisés. Et donc les évolutions, j'en ai parlé un petit peu, les évolutions que ces études doivent intégrer, c'est les évolutions liées au changement de réglementation, qui font que peu de parcs ont un calendrier similaire. Les études liées aux avancées technologiques et aux modifications de projets. Je prends un exemple. Pendant longtemps, les autorisations elles ont été données avec l'installation d'anodes sacrificielles métalliques sur les éoliennes en mer. Aujourd'hui, cette technique est abandonnée par les porteurs de projets au profit d'anodes à courant imposé, ce qui pose des nouvelles questions et ce qui implique des nouveaux projets de recherche pour mieux connaître les impacts de ces nouvelles technologies. Mais je crois que France Énergie Marine peut-être en parlera tout à l'heure. Et puis, troisième évolution qu'il faudra intégrer, c'est le défi du permis enveloppe. C'est-à-dire que le permis enveloppe, Damien en a un peu parlé, l'idée c'est de donner une marge de manœuvre aux industriels pour qu'ils puissent intégrer ces évolutions technologiques dans les autorisations. Mais ça veut dire adapter les suivis environnementaux au scénario le pire et de façon à ce que ce scénario le plus impactant pour l'environnement qui puisse être suivi. Et si jamais il y a des changements de technologie qui permettent d'avoir un impact moindre pour l'environnement, que les suivis qui ont été décidés au début sont toujours valables pour suivre les impacts réels du parc. C'est une mécanique intellectuelle et un effort de prévision qui est conséquent et qui n'est pas évident et qui sera à prendre en compte. Voilà ce que je voulais dire en un temps restreint afin de vous ouvrir un peu sur l'ensemble des suivis qui sont réalisés sur l'ensemble des parcs de la façade. Merci pour cette présentation. Effectivement, donc un temps d'échange s'ouvre avec vous. Pour l'instant, alors, sauf erreur de ma part, je n'ai reçu qu'une seule question via Internet, déposée via Internet, mais qui concerne davantage les impacts, donc que je relayerai plutôt dans la table ronde suivante. La parole est à vous. Quelqu'un va vous adresser un micro. Je vois qu'une main se lève. On va peut-être faire circuler à d'autres personnes qui ne sont pas intervenues pour l'instant. Alors, je vous en prie, monsieur, allez-y, puis après on essaiera de faire circuler pour que le plus grand nombre puisse s'exprimer. Bonjour, Bernard Rosselot, France Nature Environnement et Cotentin Nature. L'exposé a permis de vérifier que les moyens
de recherche, les moyens de suivi n'ont jamais été aussi élevés qu'aujourd'hui. Je dirais même aussi que jamais le cadre réglementaire n'a été aussi élaboré depuis que l'on parle d'éolien en mer, ce qui fait quand même déjà presque 2 décennies. Ce qui nous semble très important, c'est de savoir comment cette approche systémique va être mise en œuvre et avec qui. Parce que nous avons parlé beaucoup d'organismes scientifiques, nous avons parlé de multiples organismes tout à fait habilités à recueillir des données. La question est de savoir comment, dans une perspective de cas par cas, nous allons pouvoir coordonner tout cela et surtout communiquer sur tout cela. Il y a des acteurs qui, pour le moment, et ils sont nombreux, parmi les usagers de la mer, il y a de nombreux acteurs qui sont pour le moment confrontés aux incertitudes. Ces incertitudes engendrent de la peur et cette peur engendre des blocages. La question est de savoir comment trouver une stratégie qui mette tout le monde autour du chantier et qui autorise, je dirais, une prise en compte collective de ce type de chantier. Les impacts, comme l'a dit le professeur Dauvin, sont encore imprévisibles. Il a utilisé l'image des rivets de l'aile de l'avion. On pourrait utiliser aussi l'image des rivets du Titanic, qui n'avaient pas été conçus non plus pour résister à la rencontre avec un iceberg. Je dirais que la clé, c'est peut-être dans la participation des acteurs et des usagers de la mer. Je pense en particulier aux pêcheurs qui se sont déjà exprimés. Quel serait exactement leur rôle? Ce sont des gens qui passent un temps considérable en mer, qui font des prélèvements, qui sont capables de participer à des observations et à contribuer au travail. On peut imaginer que si on propose une participation aux usagers de la mer, ils seront beaucoup plus attentifs à l'information, ils seront beaucoup plus attentifs aux impacts puisqu'ils en vivent et ils pourront avoir énormément de suggestions à faire auprès des autres acteurs, je dirais, plus professionnellement impliqués dans le recueil des données, dans leur interprétation, et puis dans les propositions de correction relatives au suivi. Il y a aussi un aspect que France Nature Environnement voudrait aborder, c'est la question de la gestion des parcs éoliens depuis leur conception jusqu'à leur démantèlement. Le professeur Dauvin, tout à l'heure, a évoqué de nombreuses études qui montrent que dans certains cas, ces parcs éoliens peuvent être des facteurs positifs pour la biodiversité. Il y a des études actuellement, je pense à une thèse qui a été déposée, qui a été soutenue il n'y a pas longtemps par M. Baptiste Vivier, sur l'impact des récifs sur la biodiversité. Je pense que ces parcs éoliens ne devraient pas être une zone de protection marine par décision anticipée, mais devraient être des zones d'expérimentation, des zones de recherche, pour éclairer justement le cas par cas et pour voir si les rivets tiennent ou si les rivets ne tiennent pas. Il existe un projet qui a été évoqué par le professeur Dauvin, qui est le projet Marinef, projet transfrontalier sur les récifs biomimétiques. Tout à l'heure, un représentant des pêcheurs a évoqué les embases gravitaires qui sont stockées en ce moment au Havre, engins de 5000 tonnes, de 30 mètres de haut, et qui vont être remplis avec les 600 000 tonnes de granulats qui vont transiter par Cherbourg. Est-ce que ce ne serait pas le moment de se poser la question de l'attraction, de l'attractivité de ces structures pour la faune marine? Pourquoi ne pas les recouvrir de matériaux biomimétiques qui, d'après les expérimentations en cours, à Cherbourg, à Bernières, etc., montrent que les organismes marins viennent s'y fixer et se reproduire. Ça pourrait être également un intérêt tout particulier pour les gens qui vivent de la biodiversité et qui sont les pêcheurs. Voilà, ce sont des questions que je pose et je vous remercie. Merci monsieur. Avant de laisser peut-être la tribune réagir à votre intervention, je note que voilà, un complément ou une autre question de monsieur derrière, et puis après on laissera la tribune peut-être répondre. Une petite question pour l'OFB. J'aurais aimé connaître leur avis sur les dérogations à l'interdiction. On m'entend pas ?
Excusez-moi. Donc, je voudrais l'avis de l'OFB sur les dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, en fait, et aussi sur les parcs qui sont en cours de construction, qui n'en ont pas. Merci. Merci. La parole peut-être à la tribune pour répondre à ces premières questions avant de retransmettre la parole au public. Je me lance sur certaines réponses. Je vais essayer d'aborder les points les uns après les autres. J'ai pris des notes, j'espère que je n'en oublierai pas. Première question sur la mise en relation des études et la communication des résultats. C'est l'ambition qui est portée dans les déclarations par l'Observatoire de l'éolien en mer. Je ne vous cache pas que pour l'instant, le fait d'avoir un conseil scientifique par parc, même si souvent ce sont les mêmes personnes qui sont dans ces différents conseils scientifiques, n'ont pas facilité la tâche pour avoir des interprétations des résultats à une échelle écosystémique. La mise en place d'un conseil scientifique de façade et de l'Observatoire de l'éolien en mer, je l'espère, et c'est le souhait affiché dans la création de ces deux organismes, devrait améliorer cette mise en relation des études, l'interprétation des changements qui sont constatés à une échelle écosystémique et à réussir comment dirais-je, à analyser de manière un peu plus précise et pas uniquement espèce par espèce ou compartiment écologique par compartiment écologique, l'effet de l'introduction des parcs éoliens en mer. Sur la communication des résultats, je vous rejoins que c'est une gageure majeure. Il y a des recherches qui sont menées par les universités, par certains programmes de suivi. On a parlé tout à l'heure de la directive 4 stratégie pour le milieu marin. Elle a un programme de surveillance à l'échelle de la Manche-Mer du Nord qui mène des études. Tout à l'heure, il y a eu une question sur la retranscription des retours d'expériences étrangers en France. Et ben, il y a eu un groupe qui s'est réuni au sein du projet Comet porté par France Énergie Marine qui a répondu à cette question en disant les méthodes, on peut les retranscrire, les résultats, on ne peut pas parce qu'on est dans des zones bien particulières. Donc cette communication pour réussir à faire en sorte que l'ensemble des résultats des études et des projets qui sont portés par l'ensemble de la communauté scientifique arrivent aux oreilles de tout le monde, c'est une gageure. Encore une fois, ça a été les initiatives de la création du site éolienenmer.fr, d'arriver à regrouper tout cela. J'espère que cet objectif qui me semble ambitieux sera atteint, en tout cas dans les objectifs qui est affiché, ça me paraît être la direction qui est prise. Sur les embases, juste deux petits points, parce que je n'aurai pas forcément la réponse à toutes vos questions sur le génie écologique qui est impliqué par la création de restifs artificiels à partir des embases béton. Juste deux petits points. Le premier point, c'est que ces embases béton, elles vont concerner que le parc éolien de Fécamp. On est sur une autre technique, on est sur du monopieux, donc différent, c'est-à-dire un pieu en acier d'environ 7-8 mètres de diamètre qui sera installé sur les autres parcs éoliens. Et donc Fécamp a pu installer ces embases gravitaires liées notamment aux conditions de courant et aux conditions de fond qui sont présentes sur ce site. Une petite vigilance lorsqu'on parle de génie écologique et d'installation de ces récifs en mer. Fécamp est situé dans une zone Natura 2000, donc il y a des enjeux de conservation, notamment des habitats de graviers et de fonds meubles qui sont à ces endroits-là. Alors, on est sur une zone Natura 2000 au titre des oiseaux. On n'est pas tout à fait au titre des habitats, mais on est à proximité du littoral cauchois. Et amener un changement par l'effet récif, un changement de communauté de poissons, un changement de communauté benthique par l'introduction de ces bases, c'est une position qui, d'un point de vue réglementaire, est un peu... ne rentre pas vraiment dans les lignes directrices qui consistent à réparer les impacts de son activité et pas à réparer via d'autres espèces ou via d'autres milieux, remplacement de gravier par du béton ou par des embases en fondation monopieux. Donc dans l'interprétation du Code de l'environnement, on est un peu limite et on touche à du génie écologique qui doit être un peu plus large. Et puis la dernière question qui était posée, c'était sur les dérogations d'atteinte aux espèces protégées. Donc ces dérogations, elles ont été fournies pour l'instant juste sur le parc de Dieppe-le-Tréport, si je ne dis pas de bêtises, elles n'ont pas été fournies pour Fécamp et Courseulles-sur-Mer.
Et pour Saint-Brieuc aussi. Voilà, je restais sur la Manche et la mer du Nord, mais effectivement, il y a Saint-Brieuc qui a une dérogation espèce pro. Ces dérogations, elles visent, si jamais il y a une destruction d'un individu, que ce soit par collision avec les pales ou une perturbation par le chantier, elles visent à couvrir juridiquement le porteur de projet sur le fait qu'il y ait une perturbation ou une destruction d'un individu. Le fait qu'il n'y en ait pas sur l'ensemble des parcs, je dois vous avouer que c'est une question qui, juridiquement, pose des problèmes. Maintenant, le tribunal judiciaire de Nantes a jugé que le fait qu'il n'y ait pas de dérogation, c'était dans l'interprétation du Code de l'environnement, c'était actuellement le cas. Ça pouvait être justifié. Maintenant, j'ai envie de dire, il faudra voir sur le terrain avec les suivis et les impacts réels de ce parc-là, est-ce qu'il y a destruction d'espèces pro ou pas. Monsieur Levallois, vous souhaitiez réagir, je crois. Oui, donc, juste pour compléter sur les aspects participation et sur l'aspect mise à disposition de données, c'est vrai que l'Observatoire de l'éolien en mer, il a cet objectif, je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier des objectifs, mise à disposition des données, mais mise à disposition des données sous 2 aspects minimum. Déjà pour les chercheurs, pour mettre à disposition des données des scientifiques, et une mise à disposition des données pour les grands publics. Et comment est-ce qu'on peut vulgariser les études sur ce point-là? Moi, j'ai apporté l'exemple d'une synthèse sur les effets du bruit qui a été produite par le ministère. Et cette synthèse, elle fait 200 pages. Elle fait 200 pages, mais en fait, elle s'appuie sur 200 études. Donc à peine une page par étude. Alors comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans la vulgarisation et comment est-ce qu'on peut aller encore au plus proche? Et c'est ça toute la dynamique qu'on doit mettre en place, c'est à la fois fournir les études et la disposition des études pour les scientifiques et à la fois pour le grand public et vulgariser ces dispositions. Sur la participation, on augmente cette participation citoyenne finalement. Aujourd'hui, on s'appuyait que sur le Conseil maritime de façade, qui était un représentant des acteurs, des collectivités. En tout cas, voilà, il y avait cet outil qui est né après le Grenelle de l'environnement et qui fonctionne bien dans sa communication et dans sa façon de construire la planification. Et dans la planification, on met bien la directive 4 sur le milieu marin. Mais il faut encore aller plus loin. La naissance du Conseil scientifique de façade, qui sera adossé à ce Conseil maritime de façade, il apportera une expertise scientifique. Et le fait que l'Observatoire de la mer, on ait cette instance, les parties prenantes qu'on élargit en fait à tous ceux qui veulent participer, c'est aussi cette idée d'augmenter la participation. Maintenant, augmenter la participation, c'est beaucoup de temps. Et si au sein du Conseil maritime de façade, par exemple, c'est beaucoup de temps. Aujourd'hui, par exemple, les représentants des pêcheurs disent que c'est quasiment du temps plein de participer à tous ces travaux. Parce qu'on parle aujourd'hui d'éolien, mais à Directive 4 sur le milieu marin, on aborde tous les compartiments maritimes. Et dans ces compartiments maritimes, un nombre d'objectifs pour restaurer ou pour maintenir la biodiversité à son niveau. Eh bien, c'est beaucoup de temps de travail. Et puis, c'est malgré tout très technique à la fin. Donc, c'est pas simple finalement d'aller chercher tous les publics pour participer à ces éléments. Merci. Avant de redonner peut-être la parole au public, je vois que sur Internet, quelques questions ou réflexions ont été déposées. Alors, une première, texto. On voit qu'on a une analyse par espèce assez précise. Qu'en est-il de l'analyse et des conclusions du point de vue des fonctionnalités écologiques? Y a-t-il des suivis chimiques qui sont prévus pour voir évoluer la pollution ou non-pollution chimique engendrée par les éoliennes? C'est une première série de questions doubles. Et une deuxième, est-il possible de détailler les dispositifs de suivi continu, chauves-souris, oiseaux, mammifères marins, efficacité, densité? 3 petits points. Peut-être qu'on peut prendre le temps de vous laisser réfléchir aux éléments de réponse. Une question dans le public. Monsieur, en fond de salle, levez la main. Ensuite, on revient vers vous en tribune. Et puis après, monsieur aussi, levez la main ici. Et une nouvelle personne aussi souhaite s'exprimer.
Il y a plusieurs choses en fonction des différentes personnes. Merci de vous représenter à chaque fois pour Donc, être sûr. Olivier Becquet, un comité des pêches. Notamment sur la question de la hauteur de vol des oiseaux marins. Apparemment, il est considéré que c'est limité à une trentaine de mètres d'hauteur. Bon, ça c'est une vraie question parce que on a plutôt l'impression que ça vole un peu plus haut que ça. Ensuite, au niveau de la nidification, est-ce qu'il y a de la nidification sur les mâts d'éoliennes? C'est une autre question. Aussi, comment on peut présenter le comité des pêches comme étant un partenaire pour le projet, parce que c'est pas un partenaire pour le projet. Nous, on est demandeurs d'analyse, donc ça, c'est comment on peut présenter le comité des pêches comme étant un partenaire du projet. Et puis, par rapport à ça aussi, comment se fait-il qu'Ifremer n'est pas dans votre présentation? Parce que nous, Ifremer, on travaille avec eux depuis que ça existe. Voilà. J'avais aussi une chose à dire par rapport aux pays étrangers de la mer du Nord avec qui on travaille. On est en contact avec eux, EMK notamment, le syndicat des Allemands, Belges, Hollandais, qui sont obligés de se reporter en Manche pour pêcher. Les Danois, iceberg, il n'y a plus de pêche côtière. Donc, vous comprenez la crainte qu'on peut avoir. Les Hollandais chez nous, les Danois n'existent plus. Ils font de la pêche minotière. La pêche minotière pour faire de la farine, c'est un désastre environnemental. Et il y a des lobbies puissants qui nous obligent de nous taire parce qu'ils ont que ça pour vivre, ça pile l'éolien. Donc, vous voyez, il y a vraiment, structurellement, des vrais sujets sur ces dossiers-là. Bon. Donc, voilà. Et puis après, en finalité, en fonction de ce que ça génère comme problème et de ce que ça produit et de ce que ça coûte et de ce que nous, on sait faire comme énergie par rapport aux Anglais qui ont des factures d'électricité de 50% qui ont augmenté, et le parc de Dogger Bank, qui est le plus prolifique de la mer du Nord. Là, j'ai une photo du Tigers, qui est en mer du Nord actuellement. Il y a plus de 600 éoliennes sur le Dogger Bank. Les gars, ils se demandent où est-ce qu'ils vont aller pêcher. Alors voilà, merci pour toutes ces réponses. Merci monsieur. Je redonne la parole à la tribune, peut-être pour apporter des éléments de réponse à la fois sur les questions posées sur Internet, mais également sur celle qui vient d'être posée en salle. Allez-y. Merci. Pour la question posée en salle, alors effectivement, le comité des pêches, on l'a consulté dès le début du projet, avec un accord pour une opposition au projet clairement exprimée, ça c'est bien sûr, mais bien sûr une aide pour communiquer avec les bateaux. Et le comité des pêches, vous le savez aussi, fait partie du conseil d'administration de la cellule de suivi du littoral normand. Donc, on est en échange, on est en discussion continue. Effectivement, on n'a pas affaire à un partenariat actif et on ne dit pas que le comité des pêches est un moteur du projet. L'Ifremer intervient pour valider, remettre en cause ou commenter les protocoles appliqués, voir s'ils sont en accord, comment ils peuvent être améliorés, s'ils sont en accord avec les normes actuelles en vigueur. Et voilà ce que je peux vous dire dessus. Donc l'Ifremer, oui, intervient, mais intervient dans le cadre de sa mission, je ne vais pas parler à la place de l'Ifremer, intervient dans le cadre de sa mission d'expertise, ne veut pas intervenir dans le cadre de ce projet-là particulier. Par contre, ils ont bien remis en question et nous ont bien poussé à améliorer les actions entreprises pour qu'on travaille correctement, pour être sûr que ce qu'on va produire est pertinent. Donc, c'est plus, ça serait plus peut-être à l'Ifremer ou au service de l'État de préciser leur rôle. Mais pour le travail avec le comité des pêches, de la même façon, on a impliqué la section régionale de la conchiliculture, Manuel Savary, dès le début, qui nous a donné sa position dès le début en disant qu'il n'était pas intéressé pour participer. Pour lui, il n'y avait pas vraiment d'enjeu à intervenir. La réponse du comité était un peu différente. Donc oui, j'ai laissé la diapo pour préciser que le comité était consulté. Et non, le comité n'est pas un moteur fort de la dynamique éolienne. Tout à fait. Oui, alors je voulais revenir sur la notion de fonctionnalité. Si on veut parler toujours des poissons, on parlait de fonctionnalité écologique tout à l'heure. J'ai parlé de Nalani Schnell du Muséum de Concarneau qui suit les œufs et les larves dans l'eau ainsi que le zooplancton. Donc c'est une façon de suivre
une fonctionnalité de frayère, voir quelle est la qualité de la reproduction des poissons sur les zones dans lesquelles on travaille. Donc, on travaille également en capturant les juvéniles de poissons pour voir quelle est la structure de taille des populations. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la population, comment elles se renouvellent? Donc, sur le secteur, on ne s'intéresse pas que, dans le cadre de l'halieutique, aux populations, aux espèces pêchées, aux adultes. On suit tout le peuplement et quelles sont les différentes fonctionnalités liées à la zone pour des espèces qui ne sont même pas forcément détectées en tant qu'adultes sur la zone, mais dont on va pouvoir retrouver les œufs. On le voit sur certains parcs, des espèces dont les œufs sont majoritairement présents sur le secteur, alors que l'espèce n'est pas intéressante pour la pêche. Donc, de la même façon pour les oiseaux, mais peut-être que je vais laisser la parole à Florian pour le détailler, mais on suit des espèces de façon saisonnière, en tenant compte des espèces qui se reproduisent à proximité sur des colonies. Voilà. Mais je vais peut-être laisser un peu la parole et pas la monopoliser. Je vous remercie. Quelques petits points pour essayer de répondre, rapide, promis. Donc sur les fonctionnalités, ça me paraît rejoindre deux choses. Ça me paraît rejoindre la question de monsieur tout à l'heure sur l'approche écosystémique des résultats. Donc je relie à la réponse que j'ai pu faire tout à l'heure. Et ça rejoint aussi un certain nombre de projets qui sont en cours et qui seront présentés tout à l'heure, notamment le projet de Nathalie Nikil sur les réseaux trophiques. Et donc j'écourte un peu, mais ça permettra de présenter ce qui est fait. Sur les suivis qui existent par parc éolien en mer, je serais bien en peine de vous les détailler pour chaque parc aujourd'hui. Il y en a 13 pour le parc éolien de Fécamp et à peu près le même nombre pour le parc éolien de Courseulles. Ça suit un ensemble de critères. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces suivis-là dans les arrêtés d'autorisation des parcs, puisqu'ils sont détaillés et c'est des obligations l'obligation légale de les réaliser. Sur la nidification, la question qui a été posée, à ma connaissance, je ne dis pas qu'elle est exhaustive, mais à ma connaissance, il n'y a pas de nidification observée des oiseaux sur les mâts d'éoliennes. Et à ma connaissance, il n'y a pas non plus de nidification observée sur les embases des éoliennes flottantes, notamment celle du Croisic, puisqu'il y a une embase là-bas. Il y a de la présence d'oiseaux sur ces embases-là, mais pas de nidification. À ma connaissance actuelle, ça ne veut pas dire que c'est exhaustif. Et enfin, sur les altitudes de vol, je reconnais là votre esprit aiguisé, Monsieur Becquet. Les oiseaux volent évidemment à des altitudes de vol différentes et supérieures à 30 mètres, bien que la garde basse des éoliennes, c'est-à-dire l'espace entre le niveau de la mer et l'endroit où viendra balayer le bout de la pale, soit sur les parcs autorisés d'une trentaine de mètres. Maintenant, il faudra aussi comparer avec les stratégies d'évitement de ces oiseaux-là, des oiseaux marins. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils volent à 50 mètres que lorsqu'il y aura une éolienne, ils réagiront absolument pas et ils voleront toujours à la même hauteur. Il y a des stratégies d'évitement, soit à long terme, sur la longue distance du parc, soit plus proche avec la visibilité des éoliennes. Je rajoute un dernier point. Les éoliennes aujourd'hui, telles que vous les avez dans les illustrations, elles sont blanches. Dans la réglementation française aujourd'hui, il y a 10 mètres à proximité du bout des pales qui seront de couleur rouge ou orange. Ça changera probablement la visibilité. Ça a été une obligation de la part de la Direction générale de l'aviation civile. Ça changera probablement la visibilité de ces éoliennes lorsqu'elles seront en mouvement. Comment, pourquoi, ça, ce seront les études au moment où les parcs seront en exploitation qui pourront y répondre. Il me semble avoir entendu une réaction à pratiquement toutes les questions soulevées. Est-ce que Florian Lecor, vous souhaitez peut-être compléter? Je vais faire très vite. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Merci. Oui, il y avait une question sur Internet sur les détails pour les mesures de suivi automatique. Là, je pense que le mieux, c'est de m'envoyer un mail. Ça sera plus simple. Juste une petite précision par rapport à ce que disait Antonin. Pour les oiseaux, toutes les espèces d'oiseaux ne volent pas à plus de 30 mètres. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux marins qui volent extrêmement bas. Donc effectivement, 30 mètres, c'est souvent considéré comme à peu près hauteur bas de pale. Et c'est on va dire, c'est une limite en dessous et au-dessus de laquelle il y a plus ou moins d'analyse par rapport aux densités d'oiseaux en vol, notamment sur des modélisations. Donc c'est un point d'attention. Et il y a des espèces comme les goélands, les fous de bassin qui volent au-dessus. Voilà. Alors, le temps court et la deuxième table ronde va bientôt arriver. Pour nous permettre une petite pause quand même, le programme étant chargé, je vous propose peut-être une dernière réaction. Je voyais monsieur qui levait la main en front de salle, et puis après de voir si des réactions sont à apporter du côté de la tribune, et puis après s'accorder une petite pause. Merci. Oui, merci. Vous m'entendez là ?
Donc Georges Safi, France Énergie Marine. Je voulais juste apporter quelques informations pour la remarque de monsieur que je trouve très pertinente sur la façon dont les différents suivis peuvent être mis en relation. Alors j'ai 2 points pour apporter un peu d'éléments là-dessus. La première approche, nous on travaille sur des projets de recherche collaboratifs. Ces projets de recherche ont des instituts académiques et aussi des partenaires publics, les industriels qui développent les parcs EMR. Ce travail collaboratif nous permet d'avoir accès aux différents suivis qui sont faits par les développeurs dans les états initiaux. Pour faire le lien avec ce qui a été présenté là tout à l'heure, donc grâce à tous ces suivis-là et le fait que nous, on puisse travailler aussi avec les partenaires industriels, on a pu avoir accès à l'ensemble des suivis que vous avez pu voir là tout à l'heure, enfin l'ensemble. C'est surtout les suivis de survol aérien qui nous ont permis de justement avoir une variabilité spatiale et temporelle dans des suivis que nous, on va utiliser dans un projet de recherche qui s'appelle OSOM, qu'on va utiliser pour travailler sur la standardisation des outils ou des protocoles de suivi, notamment sur une question très importante qui est de faire un travail d'intercalibration entre différents types de suivis par survol aérien, entre des suivis survol aérien avec des observateurs à bord et des suivis survol aérien avec des appareils ou de la technologie digitale. Donc il y a quand même une mise en relation de ces différents suivis qui permettent de nourrir des projets de recherche qui vont au final fournir des paramètres d'intercalibration, notamment pour la Normandie, qui vont être très robustes, dus à cette variabilité spatiale et temporelle à laquelle on a accès. Ça, c'était le premier point de mise en relation. Et puis pour le deuxième, qui est un peu en lien avec l'approche écosystémique dont vous avez évoqué, que Nathalie Niquil vous présentera tout à l'heure sur un certain nombre de projets. On est actuellement, avec l'Université de Caen, en train de monter un projet sur l'approche écosystémique et sur la question des impacts cumulés. Et dans ce processus de montage, je suis actuellement, donc avec bien sûr Nathalie Niquil et d'autres partenaires, en train de voir avec les industriels qui pourront intégrer le projet, quelles données ils pourront nous mettre à disposition et comment nous, on va pouvoir l'utiliser dans notre approche de modélisation. Donc il y a quand même un travail de mise en relation qui est en cours avec différentes approches. Et je laisserai tout à l'heure l'Université de Caen vous présenter plus en détail l'approche écosystémique. C'est vrai, je compléterai sur les études de suivi qui ont été abordées au travers du projet actuel et de nos prestataires qui mènent ces études de suivi pour nous. Aujourd'hui, nous, on a rajouté, par exemple, pour le projet OSOM, dans le suivi qui est fait sur ce projet, des vols et des observations directement liés au projet. On a rajouté, l'État à compléter les suivis qui étaient prévus pour intégrer cette recherche et développement et donc venir, corriger si j'ai des bêtises, parce que je suis de très loin les études, et venir finalement caler l'observation par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on fait comme ça, on rajoute cette couche supplémentaire et ça se fait quasiment en même temps pour pouvoir justement intercalibrer et pouvoir mesurer et pouvoir définir finalement de nouvelles manières d'observer. Sur la présence d'Ifremer, ils sont là avec nous en tant qu'établissement public de l'État sur tous ces projets. Alors ils interviennent en tant que conseil pour l'État pour finalement caler ces protocoles. Alors caler même les marchés. Dès en amont, on a déjà calé les marchés avec eux de cabinets qui pouvaient nous accompagner sur le fait de mener ces études. Et puis après, caler les marchés sur les cabinets qu'on va utiliser pour faire les suivis. Et en fait, une fois que le cabinet pour faire les suivis est en place et que les protocoles sont proposés, de critiquer ces protocoles et d'apporter d'éléments complémentaires. Une fois que ce travail est fait, on vient voir les acteurs du monde maritime, le Conseil maritime de façade adossé à des scientifiques, et on vient présenter ces protocoles et encore une fois, on les critique et à la fin, on arrive à avoir quelque chose de défini et de partagé par l'ensemble de la communauté. Et c'est pour ça, alors vous dites aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'études, mais voilà tout le chemin que l'on mène pour pouvoir mettre en place une étude qui soit partagée par tous
et en omettant de la recherche et développement. Alors on a parlé d'Awesome, mais on espère la bouée multi-instrumentalisée, on espère qu'elle arrivera. Elle est prévue dans le marché, donc si elle est prête, si elle est calibrée, si elle est officialisée, on pourra la développer. Mais voilà, donc on est toujours dans cette dynamique. L'État met en place ses études, mais essaye aussi de voir le coup d'après et de participer en tout cas à la recherche et développement. Alors je vois que d'autres personnes veulent s'exprimer. Malheureusement, on doit avancer un petit peu dans le programme de cette réunion. La deuxième table ronde qui sera un petit peu sur finalement quels sont les impacts des parcs éoliens, essayer de décrypter un peu le vrai du faux et encore faire un peu un état des lieux des incertitudes qu'il y a, va s'ouvrir d'ici 10 minutes. Je vous propose quand même de faire une petite pause de 10 minutes, sachant que la pause déjeuner sera à 13h, donc sinon ça va faire un peu loin. Donc voilà, on se retrouve dans 10 minutes, donc à 50 pour poursuivre ce colloque. Je vous remercie.